Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien juste en dessous, indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Un grand merci d'avance. Étienne de la Vessière, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu pour la dernière fois à notre micro. Il y en aura peut-être d'autres. Pour un autre ouvrage, vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques, le CETOBAC. Vous venez de publier cet ouvrage absolument capital intitulé Asie centrale, des routes et des royaumes, 300-850, un ouvrage paru aux Belles Lettres. Et nous terminons notre série de cours d'histoire consacrée au sujet. Nous avons vu il y a 2 semaines la vie en Asie centrale au Moyen-Âge. Nous avons ensuite découvert la fameuse route de la soie. Nous terminons cette semaine avec le déclin de ce réseau d'échanges, la fin de la route de la soie. La fin de cette route de la soie est liée naturellement au bouleversement politique de la période 738-840, un peu plus d'un siècle donc. Pour mieux comprendre ces bouleversements, est-ce que vous pourriez nous décrire les grandes périodes qui jalonnent l'histoire politique de l'Asie centrale jusqu'à cette année, donc 738, jusqu'à ces années, ce siècle 738-840 ? Il y a 3 événements quasi simultanés, à 10 ans près, qui vont profondément modifier tous les équilibres, à la fois politiques et économiques, de l'Asie centrale au milieu du 8e siècle. Le premier, ça va être l'effondrement des puissances de la steppe. Je vous ai expliqué la semaine dernière comment il y avait une intégration entre les tribus versées aux nomades et l'activité économique des marchands par le fait que les princes nomades confiaient les excédents de tribus aux marchands à charge pour ceux-ci de le revendre dans les pays sédentaires. Or, ces puissances nomades s'effondrent pour des raisons, disons, internes au milieu du 8e siècle, ce qui vient non seulement modifier tous ces rapports économiques, mais aussi libérer du coup, par contre-coup, des groupes qui, pour exister économiquement, vont se livrer au pillage, à des guerres, etc., donc qui vont limiter le grand commerce, puisque les caravanes ont du mal à circuler dans les périodes de pillage. Vous auriez pu d'ailleurs terminer votre ouvrage par cet épisode. J'aurais pu, tout à fait, mais je voulais justement dépasser cette période. Durant cette période, le deuxième épisode important, c'est que en Asie centrale va avoir lieu un événement majeur de l'histoire musulmane, une rébellion dans l'oasis de Merv dont nous avons parlé lors de la première émission au Turkménistan actuel. Un révolutionnaire professionnel qui s'appelle Abu Muslim va réussir à fédérer autour de lui à la fois les soldats arabes mécontents des garnisons locales, mais aussi les paysans parlant des langues iraniennes de Merv, et va les envoyer à la conquête du Proche-Orient depuis l'Asie centrale. Et cette armée, qui a été victorieuse contre toute attente, va réussir à mettre sous le trône la famille de l'oncle du prophète, les Abbassides, à la place de la famille Omeyyade. Donc, à partir de ce moment-là, il y a en Asie centrale un faiseur de rois. Abu Muslim a mis sur le trône la dynastie. Et donc, il va y avoir un deuxième bouleversement majeur en Asie centrale. Autant le contrôle musulman sur l'Asie centrale jusqu'à cette période était très fragile, à tel point que les Omeyyades avaient dû négocier des traités extrêmement favorables aux gens locaux pour éviter les rébellions. Mais avec Abu Muslim, faiseur de roi sur place, il va écraser toutes les tentatives, si vous voulez, de garder une certaine indépendance. Et le troisième événement, qui est à peu près simultané, c'est que simultanément, en Chine, en 755, a lieu une très grande rébellion qui mélange des troupes turques avec
des généraux venus d'Asie centrale. C'est ce qu'on appelle la rébellion d'An Lushan. An Lushan, ça veut dire Lucien Bocar, Lucien de Boukhara, le lumineux de Boukhara, si vous voulez, qui va monter sur le trône et qui va mettre à feu et à sang pendant un peu moins d'une dizaine d'années le nord de la Chine. La dynastie Tang va réussir finalement à se maintenir, mais au prix d'un abandon de toutes ses colonies en Asie centrale. Or, la Chine des Tang, je vous l'ai dit, payait l'entretien de son armée par l'envoi de rouleaux de soie. La soie est une monnaie en Chine. La soie, c'est le billet de 500 €. Donc, au lieu d'envoyer du grain, parce que le grain est aussi une monnaie en Chine, ou des petites pièces chinoises en bronze qui pèsent très lourd, on envoyait, en Asie centrale, des rouleaux de soie pour payer les troupes, les administrateurs, etc. etc. Et les marchands locaux récupéraient cette manne et la revendaient à Byzance, en Iran, etc. Or, tout ce système s'effondre au milieu du 8e siècle. À la fois, les puissances turques s'effondrent, il y a désormais en Asie centrale une puissance musulmane très forte, et la Chine perd son empire colonial et toutes ses exportations de soie administratives en direction de l'Asie centrale. Et donc, c'est un bouleversement de tous les équilibres qui va permettre la montée en puissance de deux grands empires, l'empire tibétain, au sud, qui va conquérir tout le sud de l'Asie centrale, toujours la puissance musulmane à l'ouest, ce qui correspond à l'Ouzbékistan actuel, Tadjikistan, Turkménistan actuel, Iran, Afghanistan, et au nord, l'empire ouïghour en Mongolie qui va succéder aux Turcs. Et pendant un siècle, je ne vais pas vous détailler les guerres, etc., mais il va y avoir, grosso modo, une stabilité à tel point qu'il y a des traités tripartites qui sont signés dans les années 820 entre la Chine, les Ouïghours et les Tibétains. Et brusquement, en 840, l'empire ouïghour et l'empire tibétain s'effondrent pour des raisons différentes. Mais jamais, ni le Tibet, ni la steppe, ou la steppe avant les Mongols, ne retrouvera une puissance aussi importante. Donc 840 marque, à mon sens, une étape suffisamment importante pour que je puisse clore l'ouvrage à cette date en enjambant la coupure préislamique islamique. 749, c'est la date de la proclamation du premier calife abbasside. C'est la véritable révolution. Vous utilisez le terme d'ailleurs de révolution. Ce sont les abbassides au fond qui tirent le mieux leur épingle du jeu de ces divers bouleversements. Provisoirement, parce que effectivement, les Abbassides vont réussir à bien contrôler l'Asie centrale jusqu'aux années 820. Donc, mais un second épisode sur lequel je suis passé, mais un second épisode entre-temps a eu lieu, c'est-à-dire qu'un prince abbasside s'était réfugié en Asie centrale durant les années 810 et va réussir à prendre le contrôle de l'ensemble du monde musulman une deuxième fois à partir de l'Asie centrale dans les années 810. Donc vous voyez, l'Asie centrale forme le cœur militaire de la puissance abbasside, à la fois dans la création de la dynastie, avec Abou Muslim, et ensuite avec ce prince Al-Mamoun, qui est un des plus grands princes du monde musulman, qui reprend le pouvoir à partir de l'Asie centrale. Donc si vous voulez, pendant 60-70 ans, l'Asie centrale, effectivement, est centrale dans le monde abbasside, et il y a vraiment une intégration des élites, entre les élites musulmanes abbassides à Bagdad, c'est la création de Bagdad, et les élites qui restent en Asie centrale. Mais ensuite, en fait, l'Asie centrale va prendre son autonomie de plus en plus pour arriver finalement, à la fin du 9e siècle et au 10e siècle, à des empires musulmans centra-asiatiques totalement indépendants de Bagdad ou de la Mésopotamie. L'élément déterminant de la chute de la route de la soie ou du déclin de la route de la soie, finalement, c'est la rébellion d'An Lushan, parce qu'il n'y a plus, au fond, de produits, alors que on pourrait se dire que la famille abbasside aurait pu très bien perpétuer le commerce et faire en sorte qu'il continue et qu'il y ait toujours des liens commerciaux entre l'Est et l'Ouest. Si vous regardez les dates que j'ai données tout à l'heure, il y a un petit écart, il y a 6 ans entre la mise sur le trône des Abbassides et la rébellion d'Al-Lushan. Et durant cette période, on voit une multiplication des ambassades entre le monde musulman et la Chine par l'Asie centrale. Je ne parle pas là des ambassades par la mer, il y en a d'autres par la mer. Donc pour profiter... Oui,
il y a une sorte de contact qui, pour la première fois, se fait direct entre le monde musulman et la Chine, et une multiplication du commerce. Mais avec la rébellion de Hanouchan et l'effondrement économique de la Chine, les bases de l'économie chinoise vont profondément muter après Hanouchan. La Chine ne va plus se tourner vers l'Asie centrale, la steppe, etc., mais va se tourner vers la mer, vers la production d'argent. Le rôle du rouleau de soie va décliner comme monnaie, etc., etc. Donc il y a vraiment elle va se tourner vers le sud aussi, vers les mers. Donc tout ceci est modifié par la rébellion d'Hanouchan, et on voit après Hanouchan que le nombre d'ambassades va complètement s'effondrer. Et on va arriver jusqu'à une situation au 10e ou 11e siècle où on a une ambassade tous les 50 ans, tous les 100 ans. Vous voyez, c'est rien. Alors que les ambassades étaient, je ne vais pas dire quotidiennes, mais il y en avait de très nombreuses ambassades entre l'Est et l'Ouest de l'Asie centrale, vers 750. Et donc, on peut mesurer là le déclin de ce commerce. J'en reste, à la révolution abbasside. Il y a un processus d'islamisation que vous décrivez. Comment se caractérise ce processus? Nous n'avons pas évoqué, on aurait pu le faire pendant la première émission, le fait religieux. Le fait religieux, toute une partie de votre ouvrage est consacrée à ce fait religieux. Alors, sans rentrer dans le détail, quelle était la place du religieux dans ce monde de l'Asie centrale, et est-ce que comment va s'imposer l'islam dans ce monde à la fois religieux et, on imagine, mêlé étroitement avec le monde politique? Il y a 3 grands ensembles religieux en Asie centrale à l'époque pré-islamique. Il y a d'une part le bouddhisme, qui est arrivé d'Inde en Asie centrale à peu près au 1er siècle de notre ère, et qui touche tout ce qui est le Xinjiang chinois, qui touche la steppe aussi, et l'Afghanistan actuel, mais qui n'est pas allé tellement au Turkménistan, Ouzbékistan actuel, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc il est extrêmement marqueur de paysages. Il y a des stupas, des temples, des statues. Il est vraiment, et on a de très très nombreux textes sur lui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une forme locale de zoroastrisme. Le zoroastrisme, c'est la religion ancienne de l'Iran, tournée autour du culte du feu. Mais en Iran, le zoroastrisme est devenu presque aniconique, c'est-à-dire que on adorait le feu. Et on considérait que les statues, par exemple, pouvaient être des incarnations démoniaques. Et donc, on a progressivement enlevé toutes les statues des dieux. Pas du tout en Asie centrale. C'est une forme de zoroastrisme, c'est du zoroastrisme, mais un zoroastrisme exubérant. Il y a partout des statues, des peintures. Je vais parler de Penjiken comme Pompéi de l'Asie centrale, tout simplement parce qu'on a des dizaines, des centaines de peintures murales et de divinités. Alors, on a beaucoup de mal parfois à les identifier. Et le troisième élément, c'est la steppe. Et la steppe, il y a un culte du dieu ciel qui est connu au moins depuis l'époque Xiongnu, dont nous avons parlé lors de la première émission, et que l'on retrouvera à l'époque mongole, le Tengri, qui est un dieu vengeur, un dieu politique de la steppe, et mais qui n'empêche pas l'existence de multiples divinités de chaque groupe. On a des listes avec de très très nombreux. Et l'islam arrive là-dedans à l'ouest, et donc il va s'imposer essentiellement durant la période dont je parle ici. Il arrivera dans la steppe plus tard, en fait. Mais il va s'imposer face au bouddhisme et face au zoroastrisme. Et face au bouddhisme, il semble que le bouddhisme était une religion très tournée vers les élites urbaines, vers les marchands, pour financer des moines mendiants. Parce que le bouddhisme est une religion qui construit beaucoup, qui fait des temples splendides, mais qui théoriquement est constituée de moines mendiants. En fait, ce n'est plus du tout le cas. Mais il faut quand même des élites urbaines qui vont donner un support économique à la religion. Or, l'islam arrive d'abord aussi comme une religion urbaine, une religion vers laquelle tous les milieux des petits marchands, des petits artisans, des administrateurs vont se tourner. Et donc, il y a une concurrence économique très nette pour le contrôle, si vous voulez, de la richesse urbaine d'un point de vue religieux entre islam
et bouddhisme dans toutes les villes de l'Afghanistan actuel. Et ça a été très bien étudié aussi pour l'Inde, ce qui est le Pakistan actuel, si vous voulez, la région du Sindh, où on voit une telle concurrence. Donc, au-delà de la violence de la conquête, il y a eu une véritable violence. Il y a eu un pillage systématique des temples, des monastères. Ça, on le voit dans les textes. Hein. On ne peut pas du tout le nier. Sur le long terme, en fait, il est probable qu'il s'agisse davantage d'une attrition. Et face au zoroastrisme, le zoroastrisme d'Asie centrale n'est pas comme le zoroastrisme d'Iran qui a survécu. Il y a toujours des zoroastriens, même s'ils sont en très petit nombre en Iran, où il y avait une église organisée en Iran. Presque une église d'État. En Asie centrale, ce sont plein de petits cultes dont on a quand même l'impression qu'ils n'étaient pas armés pour lutter contre l'énorme puissance du monothéisme musulman, l'apport tout à fait nouveau de concepts proche-orientaux qu'il amenait avec lui dans les villes et les campagnes d'Asie centrale. Et donc l'Asie centrale se convertit rapidement à l'islam, probablement plus rapidement, beaucoup plus rapidement que le Proche-Orient. Qu'en était-il des populations qui ne souhaitaient pas devenir musulmanes? Alors, on a créé pour elles une sorte de... Vous connaissez le statut de zimmi dans le monde musulman. C'est un statut qui protège, en échange d'une reconnaissance de la supériorité militaire politique des musulmans, qui protège le culte des religions de l'écrit, que sont essentiellement le christianisme et le judaïsme. Et dès l'époque de Mahomet, ce statut avait été étendu par pragmatisme aux zoroastriens. Tout simplement parce qu'à l'époque de Mahomet, les armées musulmanes conquièrent la région du Bahreïn, où il y avait des zoroastriens. Et donc le prophète dit, on va faire la même chose pour eux, grosso modo. Donc une sorte de pragmatisme. Et donc à partir du moment où il y a une reconnaissance de la supériorité musulmane, et qu'ils payent des impôts qui peuvent être très lourds, une taxe sur les dhimmis qui peut être très lourde. On a des chiffres en Asie centrale. Ils avaient le droit de maintenir leur religion. Et encore une fois passée la période des pillages et qui ont été effectivement. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a une politique de pillage systématique. Lorsque les troupes musulmanes arrivent, il s'agit de casser l'adversaire. On voit véritablement les éléments d'une guerre religieuse, c'est-à-dire que les temples sont systématiquement pillés. Mais ensuite, on voit quelques exemples de temples reconstruits à petite échelle. Vous décrivez aussi la puissance administrative du califat, des institutions et des pratiques qui, là aussi, transforment les sociétés. L'Asie centrale était caractérisée par ces oasis où il y avait plein de petits nobles. J'ai parlé lors d'une des émissions précédentes de tous ces milliers de châteaux que l'on voyait. Et c'était un univers très dispersé. Il n'y avait pas de grands royaumes centra-asiatiques. Il y avait plein de petits royaumes. Et le califat arrive, et l'intégration dans tout l'ouest de l'Asie centrale, pas l'est, pas le Xinjiang, l'ouest de l'Asie centrale, au sein du califat, avec tout un appareil administratif, va conduire à une réorganisation fondamentale de l'administration et même du peuplement de ces oasis. Les lieux du pouvoir musulman vont devenir les lieux centraux, et on va voir plein de petites villes qui avaient à l'époque pré-islamique, avaient chacune leur propre cour, leur propre prince, se mettre à décliner par rapport aux villes-centres dans lesquelles les musulmans ont placé leur dar al-imara, leurs hôtels du gouvernement, le centre des impôts, le centre des garnisons, etc. Et donc le rôle des élites régionales est important dans ce processus d'islamisation ? Oui, parce que les élites régionales ont été très réticentes. J'ai choisi 840 parce que c'est la date du procès du dernier grand prince d'Asie centrale qui manifeste des velléités de résistance face à l'islamisation. Mais cette attitude des nobles d'Asie centrale a eu en fait deux moments, deux temps. Ça a été d'abord une attitude face à la violence de la conquête, une attitude de repli sur leur terre. Mais ensuite, je vous ai dit que vers 810, un prince musulman se réfugie, Al-Mamoun se réfugie en Asie centrale. Et il va rameuter tous ces nobles centra-asiatiques très mal convertis autour de lui, et il va les envoyer à la conquête du pouvoir, la conquête de la Mésopotamie. Et ça va marcher. Et du coup, ces nobles d'Asie centrale
se retrouvent arrimés à la puissance musulmane, puisque, brusquement, ils ont le premier rôle dans l'Empire musulman. Vers 830, 840, les deux principaux généraux du calife Al-Mutassim, le frère d'Al-Mamoun, l'un est un prince turc d'Asie centrale, l'autre est un prince sédentaire d'Asie centrale. Vous voyez ? Donc ça va rallier les élites à l'islam en leur donnant des postes. Et est-ce que, puisque le sujet de cette émission était le déclin de la route de la soie, est-ce que, au fond, cette civilisation avait la capacité de se substituer à la route de la soie par l'échange de nouveaux produits, par le développement de nouvelles, non pas de nouvelles techniques, mais de nouvelles marchandises, etc. Ce que montre le déclin de l'Asie, oui, il y a un mystère dans ce déclin de la route de la soie, parce que bien sûr, je l'ai dit, cette route de la soie était très dépendante d'une part de l'existence d'une puissance nomade capable de redistribuer le tribut qu'elle avait au sein du monde commercial, et d'autre part, dépendante aussi de l'apport en soie des colons chinois et de l'administration chinoise. Donc tout ceci disparaît. Donc une énorme part de cette incitation au commerce disparaît. Néanmoins, on aurait parfaitement pu envisager que, par exemple, par l'Empire tibétain, une nouvelle route de la soie naisse, puisqu'il y a d'une certaine manière, entre Bagdad et la capitale chinoise Chang'an, il n'y a que deux frontières. Il y a la frontière entre les Abbassides et le Tibet, et la frontière entre le Tibet. Donc, en termes de sécurité des routes, théoriquement, ça devrait coller. Et pourtant, ça ne renaît pas. Et c'est ce qui me fait dire que les apports en soie chinois, les apports en soie du tribut des Turcs devaient jouer un rôle central. Mais il y a un autre élément. Un chameau, c'est limité. Ça porte 150 kg, 250 si vous voulez. Alors vous pouvez faire des hybrides entre chameaux et dromadaires qui porteront 400 kg, mais qui sont stériles à la génération d'après. Donc mais grosso modo, vous pouvez pas aller plus loin. Les bateaux, ce n'est pas la même chose. Et donc c'est aussi le grand moment de développement, à peu près à partir du 6e, 7e siècle, de développement de la route maritime de la soie. On en a des traces archéologiques tout à fait évidentes, des milliers, des dizaines de milliers de tessons de porcelaine qu'on va trouver dans tout le golfe Persique, la mer Rouge, etc., etc. Donc, la route de la soie terrestre arrive à ses limites techniques. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas inventé le rail, on ne peut pas aller plus loin. On peut faire des caravanes un peu plus grandes, faire un peu plus d'hybrides de chameaux, mais grosso modo, on n'arrivera pas plus loin. Donc voilà, la route de la soie va connaître un grand déclin, en fait, à partir de la deuxième moitié du 8e siècle et jusqu'à l'époque mongole, durant laquelle il y aura une brève renaissance. Eh bien, merci beaucoup, Étienne de la Vessière, pour cette évocation. Asie centrale 300-850 des routes et des royaumes, un ouvrage magistral que je vous incite à découvrir, chers auditeurs, un ouvrage paru aux éditions Les Belles Lettres. Si vous n'avez pas écouté les 2 premières émissions consacrées à ce sujet, eh bien, je vous invite à le faire. La première étant consacrée à la vie en Asie centrale et la seconde au développement de la route de la soie avant ce déclin évoqué ce jour. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire. N'hésitez pas aussi à parler de nous autour de vous. Merci et à très bientôt.